Objection reçoit ce dimanche un inspecteur des impôts. Il est directeur des services fiscaux et est membre également de la cellule des cadres de l'APR, l'Alliance pour la République. Mambo Igao, c'est son nom. Bonjour et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Oui, bonjour Bayumar, bonjour à tous les auditeurs de la radio Sud FM. Alors Mambo Igao, la situation économique. L'FMI, oui, le Fonds monétaire international parle d'un gap de 115 milliards d'ici la fin de l'année. Expliquez-nous, vous en tant qu'inspecteur justement des impôts, à quoi est-ce dû? Oui, c'est l'information que la presse a voulu rendre comme information saillante. Oui. Le rapport du FMI était très reluisant par rapport à la situation économique. Oui, mais sur ce point précis. Oui, sur le point précis. Si vous voulez, je peux passer sur le point, après on va revenir au contexte. Oui. Mais aujourd'hui, vous savez, nous avons un cadre macroéconomique qui est assez dynamique. Mais il est obligé de prendre en compte les choix de celui qui définit la politique de la nation, en l'occurrence le président de la République. Donc, les contextes qui avaient permis que en fait, les denrées de première nécessité, et surtout les consommations qui ont trait à l'énergie, soient maintenues à une tendance baissière entre les années 2014 et 2015 était un contexte favorable. À ce moment-là, le prix du baril du pétrole était en baisse, de la même manière que le taux de conversion du dollar par rapport au CFA était en baisse. Donc, aujourd'hui, si on connaît par exemple la consommation moyenne, la consommation annuelle en matière énergétique, sur tout ce qui a trait au pétrole, nous sommes à environ 1 200 000 barils. Mais, ramené au contexte de 2015, c'était très favorable. Si vous faites le calcul, donc si on prend une moyenne de 15 000 barils jour pour le Sénégal, au cours d'un exercice donné, dans le même contexte que 2015, nous étions environ à 280 milliards de factures énergétiques. Tout ce qui pouvait avoir trait avec l'importation de la facture énergétique. Mais ramené au contexte d'aujourd'hui, avec le prix du baril à l'heure actuelle et le prix qui a augmenté, le prix du dollar, oui. Nous sommes à un gap de 120-130 milliards, tout ce qui est importation de C'est pour ça qu'à l'époque, on vous disait justement de relativiser. Voilà le résultat aujourd'hui. À l'époque aussi, quand on faisait des performances économiques, le cadre économique mondial était dans une morosité connue. Nous étions en crise économique. Par rapport au baril. Par rapport au baril, c'est nettement en baisse à l'époque. Mon devoir est de vous dire techniquement, d'accord, pourquoi aujourd'hui on peut considérer qu'il y a un gap dans la mobilisation des recettes d'environ 115 000. Ce n'est pas que les administrations financières comme les impôts ou les douanes baissent en termes de mobilisation de ressources publiques. Chaque année, entre deux exercices, elles font toujours des glissements positifs d'en moyenne 8 à 9%. D'accord? Donc, il n'y a pas une contre-performance des administrations. Il y a que, entre les objectifs qui avaient été fixés à ces administrations pour combler, en fait, pour leur participation dans le budget de l'État et les réalisations du fait, justement, des contextes de cette année, c'est là qu'il y a eu un changement. Et ce changement... Allez-y concrètement, quand vous dites du contexte, c'est quoi réellement? Je dis... On est parti d'un contexte économique, économique mondial défavorable, certes, mais où nous avons impulsé un ensemble de politiques publiques pour pouvoir capter les opportunités que nous avions à l'interne. Avec l'investissement public, avec aussi ce qui pouvait se faire dans le cadre de la transformation structurelle de notre économie. Ça nous a permis d'être performants et d'avoir un taux de croissance, maîtriser le déficit budgétaire. Mais aujourd'hui, le contexte de 2019 fait qu'il y a eu un renchérissement de la facture énergétique. Le contexte de 2018 a connu un renchérissement de la facture énergétique. Pour autant, si le président continuait, s'il n'avait pas cette approche d'inclusion sociale qui est systématique dans tous les choix de gouvernance qu'il fait, il aurait pu répercuter sur le consommateur cette tendance nouvelle. C'est le fait de ne pas justement subir les contre-coups du renchérissement de la facture énergétique qui fait aujourd'hui que nous sommes à ce niveau. C'est vrai. Les choix ici économiques, justement, créent des conséquences. Non, nous n'avons pas de conséquences parce que si vous entendez bien le rapport de la Banque mondiale, la Banque mondiale voudrait qu'on revienne sur certaines mesures. D'accord, donc les mesures phares sont la diminution du financement qu'on accordait à la SN de la Poste, en même temps que l'on revoit certaines exonérations qui n'ont pas une incidence socio-économique, sociale essentiellement. Donc, ça veut dire que nous avons fait des choix. Ça veut dire que si le président décide de maintenir ce gap-là pour ne pas renchérir le coût de vie des Sénégalais, son mérite c'est de pouvoir malgré tout tenir le cap.
Et il a tenu le cap jusqu'à l'heure où on parle. Oui. Donc, il ne faut pas que... En fait, vous savez, moi, ce que je n'aime pas dans ce débat-là, c'est qu'avant, on avait douté même des chiffres qu'on avançait. Oui. Maintenant qu'il y a cette question qui est soulevée sur un gap de financement de 115 milliards, on pense que la situation est alarmiste. Non, elle n'est pas alarmiste. Parce que ce qui est important, c'est que nous avons des administrations performantes qui permettent de couvrir l'essentiel des charges de l'État. Les dépenses publiques sont gérées comme il faut. Mais maintenant, s'il y a une contrainte qui est là, qui n'est pas maîtrisée, aujourd'hui, si vous allez en analyse économique au niveau des États-Unis ou en France, vous verrez que c'est répercuté systématiquement. C'est-à-dire, à la pompe, aujourd'hui, les transporteurs français ont commencé à manifester. Oui. Le président a fait le choix contraire, à dire que même s'il faut renoncer à certaines dépenses de fonctionnement, je préfère ne pas renchérir le coût de la vie des Sénégalais. Vous savez, oui. Aujourd'hui, j'exploite toujours le rapport du FMI. Oui. Ce qui est constant, c'est que sur la dette que nous... Dans l'enveloppe de la dette du Sénégal à la date d'aujourd'hui, 54% de cette dette-là est une dette héritée de l'ancien régime. Non, ça c'est formel. Maintenant, ce qui est important, je dis, il y a deux choses. Nous avons deux postes de dépenses qui sont très lourds. C'est les dépenses de personnel et de la dette. Oui. Les deux font 1550 milliards à peu près. Oui. Notre performance, c'est de pouvoir avoir des recettes propres, nos ressources propres pour pouvoir les payer et être à l'aise. Nos ressources propres sont, cette année, c'est-à-dire, je ne parle pas de projection, je parle de ressources effectives, sont de 2100 milliards. Donc nous couvrons le service de la dette, nous sommes à l'aise pour couvrir le service de la dette, nous sommes à l'aise aussi pour couvrir les charges du personnel de l'État du Sénégal. Et malgré le fait que déjà nous ayons franchi le critère de convergence de l'UEMOA. Notre charge de personnel a assez grevé notre budget. Nous sommes au-dessus. Nous sommes d'ailleurs de ce côté-là, pour une fois, nous sommes un mauvais élève. Parce que, à cause des engagements qui avaient été pris avec le corps enseignant et certains syndicats, notamment ceux de la santé, nous avons augmenté la masse salariale de notre pays. Pour autant, nous sommes à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, si les recettes propres du Sénégal permettent de payer mensuellement le service de la dette... Difficilement. Non. Difficilement. Je dis, c'est clair, c'est vérifié. Je dis, aujourd'hui, si on met, on additionne le solde de notre dette à payer par année, plus le solde de la charge, la masse salariale, nous sommes aux environs de 1554 milliards. Les administrations financières, essentiellement impôts et douanes, font des réalisations de l'ordre de 2100 milliards. Donc nous sommes à l'aise. Ce sont des chiffres qui sont vérifiables. Maintenant, aussi, c'est d'ailleurs cette santé financière qui a été reconnue par la Banque mondiale, par le FMI, parce que le FMI dit que nous sommes parmi les meilleurs élèves, que ceux qui ont une économie comme la nôtre, d'ailleurs en comparaison avec des pays comme le Rwanda, qui est d'ailleurs très souvent cité comme exemple, nous sommes les meilleurs élèves. De ce côté-là, on est à l'aise. Aujourd'hui, il y a une exploitation qu'on a voulu faire qui est tendancieuse de ce gap de financement de 115 milliards, pour lequel d'ailleurs on a... Oui, mais rapporté à la réalité, vous ne pouvez pas ne pas reconnaître quand même qu'aujourd'hui l'essentiel des travaux donc, sont en arrêt. Vous prenez l'exemple par exemple du building administratif qui nous a coûté 30 milliards, plus de 30 milliards, jusqu'à présent inachevé. Quelle réponse par rapport à cela? Quand même, ça c'est le constat. Vous savez, par exemple, les grands travaux qui sont connus de l'État, ils sont tous en cours. Ila Touba est presque terminé. Le pont, je donne des exemples. Ila Touba, ça c'est des financements chinois. Non, c'est différent. Oui. Le PUDC, supposons qu'il y ait un projet qui est propre au Sénégal, a fini sa phase 1 et qu'on a connu avec succès. La deuxième phase a commencé et aujourd'hui nous avons lancé entre les deux phases quand même le président a lancé la troisième phase à partir de la région de Ziguinchor. Donc il n'y a pas d'arrêt. Le projet Promoville continue. Les grands chantiers de la Casamance, je les connais, je suis allé sur ces questions-là. Il s'agit essentiellement de la RN6 qu'il va de Ziguinchor à Kolda. Mais il faut qu'on fasse le distinguo entre les investissements privés, par exemple provenant des Américains, des Chinois. Ça, on sait comment ça se passe. L'argent n'est pas du ressort de l'État du Sénégal. Non, c'est l'État du Sénégal qui rembourse. Les MCA, c'est pas... les MCA, c'est pas l'État du Sénégal quand même. Non, mais je veux dire, dans les processus... Aujourd'hui, vous savez que pour être éligible au MCA, il faut avoir un cadre qui est performant. Oui. Donc, on n'est pas l'un des meilleurs élèves, l'un des meilleurs choix des Américains pour des questions de sentiments. C'est parce que nous avons une économie performante. Ce qui est constant, je dis, en Casamance déjà, il n'y avait pas le PUDC. Je suis formel.
Le président de la République, avant de lancer le PUDC à l'échelle nationale, avait lancé, dans le cadre du processus justement de résorption des inégalités en Casamance, avait lancé le PPDC. Mais à l'exercice, on s'est rendu compte que l'enveloppe qui était allouée au PPDC était inférieure par rapport aux besoins qu'il y avait dans les politiques publiques en Casamance. C'est pourquoi il a pensé que dans le cadre de la troisième phase du PUDC, qu'on allait faire un focus particulier sur la région naturelle. Oui, mais déjà, ce qui est constant, c'est tous les efforts qui ont été faits. En Casamance, nous n'allons pas oublier les efforts qui ont été faits dans le domaine maritime. Nous n'allons pas oublier les domaines qui ont été faits dans le domaine... On reviendra quand même sur le bilan, mais en attendant, par rapport justement au constat fait par le FMI qui constate et confirme les détentions budgétaires relevant en grande partie des moins-values sur les recettes budgétaires qui aboutissent à des coupes sur les dépenses. Assez périlleux, non? Non. Oui. Vous savez, parfois il faut faire des choix. Oui. Beaucoup de personnes justement mettent un focus sur tout certains membres de l'opposition, mettent un focus sur tout ce qui est exonération. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle les dépenses fiscales. Mais les dépenses fiscales sont un choix fort d'un pays. Il ne s'agit pas de parti pris ou de privilèges qui sont accordés à des gens qui ne se réveillent pas au Sénégal. J'aimerais que la Direction générale des impôts, par exemple, sorte l'étude qu'il y a sur les dépenses fiscales. Vous vous rendrez compte? Non, ce serait bien. Pour que nous n'en ignorions. Ce serait bien. Parce que là, l'impression que cela donne, c'est que les exonérations sont faites sur la base de... Est-ce que je les mets au défi? De critères non fondés. Je mets tous ceux qui sont curieux, je les mets au défi. Tous ceux qui sont curieux en matière de politique publique, je les mets au défi. Ils ne prouveront pas le contraire. Ils vous diront que dans les dépenses fiscales, 60 à 70% sont des dépenses qui vous concernent, vous, Baye Omar, en tant que fils du Sénégal, ou moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État aurait pu taxer le riz. L'État ne le fait pas. Non, c'est comme ça. Ça, c'est à peu près 60 à 70% des dépenses fiscales. Donc, c'est toujours discutable. Oui, mais c'est toujours discutable. Oui, mais est-ce que vous voulez... Non, nous ne sommes pas d'accord sur le tout fiscal. C'est pas normal. Un pays aussi a une politique sociale. Si le président pense qu'il peut diminuer le coût de la vie des Sénégalais, mais sur quel critère? Le problème, c'est de discuter sur les critères et de dégager un consensus pour que nous n'en ignorions encore une fois. Ce qui est fondamental pour un président de certains payent justement les impôts et que d'autres ne payent pas. Quand je dis que 60 à 70% concernent justement la consommation des Sénégalais, et toutes les exonérations qu'on peut nous accorder sur les denrées de première nécessité, ça nous concerne tous, c'est-à-dire nous tous, nous mangeons du riz, Oui, mais les exonérations, on sait comment ça se passe aussi. Non, ça n'a rien à voir. Oui, je parle aussi, dans le prolongement, dans le prolongement, parlons des exonérations. Justement, avant, il y avait ce qu'on appelait des exonérations. Oui. D'accord. Aujourd'hui, dans le régime juridique sénégalais, du point de vue du Code des investissements, il y a essentiellement, dans les faveurs qu'on peut accorder aux entreprises, que des suspensions de taxes. Tout le monde sait, tous les investisseurs savent, que pendant leur période d'investissement, les taxes qui pouvaient être payées, supposons au cordon douanier ou à l'intérieur du pays en termes d'achat, ces taxes peuvent être suspendues et attendre que la période de production commence pour que les taxes que nous... Non, c'est comme ça que ça se passe. Ce ne sont pas des faveurs qui sont accordées à des entreprises en créant des zones de non-droit fiscal. Non. Oui, mais justement... Non, c'est justement qu'on soit attractif. Oui, mais justement, il faut publier. Mais non, les rapports sortent toutes les années. Il faut les publier. Non, les rapports sortent. Tout le monde sait que les rapports sur les dépenses fiscales sortent. Ça, c'est constant. Mais je dis, il ne faut pas en faire un levier pour faire croire aux Sénégalais que, en fait, c'est une nébuleuse ou bien que c'est un levier qui est fondamental. Si on actionne aujourd'hui, si l'État veut récupérer tout de suite 200 milliards de taxes, l'État taxe le riz et les autres denrées de première nécessité. Ça sera facile. Mais c'est un choix. Il faut que l'État aussi ait une politique sociale. Le président a considéré que depuis 2012, parce que les Sénégalais se plaignaient de la cherté du prix du gaz, du prix du riz, de l'huile, etc. Le président a fait un choix au point que notre inflation n'a jamais atteint 1,5% jusqu'en 2018. Non, l'inflation n'a jamais été un problème. Ah, si. Non, si, notre pays a connu du tout. L'inflation pour notre économie n'a jamais été un problème. Coûté le sac de riz. Oui, mais non. Et donc ça veut dire aussi que beaucoup d'efforts ont été faits dans le cadre de l'inclusion sociale. Malgré tout, ça n'empêche pas aujourd'hui de dérouler une politique. C'est-à-dire, ces politiques populistes qui sont menées, voilà là où ça nous a conduit aujourd'hui, au point que le Trésor fait face à des problèmes de liquidité entraînant du coup des impayés, notamment dans l'énergie. Reconnaissez-le quand même. Non, vous savez, aujourd'hui, si il y avait ce problème-là en matière énergétique,
le MCC n'allait pas aujourd'hui accepter de mettre tout ce financement pour ces questions. Pour impulser ce secteur. Non. On sait que si c'est pour impulser le secteur énergétique. Mais non. Ah si. Non. Vous connaissez un pays qui en 2012 avait un déficit énergétique, autant pour les ménages que pour les entreprises. Aujourd'hui, cette question est derrière nous. Qu'est-ce qui a créé ça? C'est un ensemble d'investissements qui sont parvenus à nous amener à ce niveau de performance. Mais dans le diagnostic au niveau du MC, oui, il est reconnu quand même que le secteur énergétique traverse des difficultés. Qu'aujourd'hui, la politique énergétique doit continuer. Vous êtes d'accord avec moi? Pour impulser justement la seconde phase du MC, qui a été justement gagnée par le Sénégal. Mais ça aussi, c'est pour impulser le secteur de l'énergie. Mais non, si aujourd'hui on parle de l'électrification, le déficit, nous étions, voilà un pays qui, depuis les indépendances jusqu'à 2012, était à 500 MW. N'est-ce pas? En moins de 7 ans, nous sommes à 1200 MW. C'est-à-dire que nous avons doublé la capacité de production d'énergie du pays entre les indépendances et 2012. Donc ça, c'est le mérite. Mais non, il reste que la distribution de l'énergie est un enjeu, surtout dans le monde rural. Donc il faut qu'on continue de rendre démocratique l'accès à l'énergie. Et c'est ça le grand enjeu. Oui, mais d'abord, il faut, en termes de mobilisation des ressources, mais nous avons suivi justement la sortie du secrétaire général de la CNTS-FC ici, qui a nourri des craintes concernant justement le bateau qui a tangué ici pendant quelques jours, qui aurait dû causer des problèmes. Ça aussi, c'est un problème de liquidité aussi. Mais quand même, vous ne pouvez pas ne pas le reconnaître quand même. Il y a beaucoup de questions qui... Oui, mais est-ce que comme si c'est un épouvantail. Non, c'est pas des questions comme ça. Nous avons connu un pays aussi, un président sortant a dit, si je pars, on ne va pas payer les salaires. Donc c'était aussi... Mais moi, je parle de fait là. Oui, le dernier fait... Est-ce que vous avez connu une rupture dans la distribution de... On va parler de problèmes, de contraintes. Non, mais si des contraintes qui peuvent être particulières, ce ne sont pas des contraintes qui ont trait à un manquement. Mais reconnaissez-le tout de même. Non. Mais reconnaissez-le tout de même. Vous savez combien de bateaux dont on peut avoir besoin dans l'année? Oui. Nous avons un besoin de 1 200 000 barils de pétrole. Un bateau ne fait pas plus de 900 000 barils. Donc, c'est pas la contrainte. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'un problème conjoncturel vienne remettre en cause. Mais vous reconnaissez quand même ces problèmes conjoncturels. Non, il peut y avoir un problème de coordination. Vous savez, aujourd'hui, ça a délégué quand même à une structure tout ce qui est compétence en matière d'acquisition de projets énergétiques, n'est-ce pas? Donc, il peut y avoir des incidences qui peuvent découler peut-être d'une question de commande qui n'a pas été faite à temps, etc. Mais il n'y a pas un problème où aujourd'hui c'est les manquements de l'État qui créent une asphyxie dans ce secteur. C'est ça qui est important. Donc, le mérite c'est de pouvoir donner l'énergie aux Sénégalais, l'électricité comme il faut. Mais aujourd'hui, malgré le contexte mondial difficile, nous sommes quand même à 1 an de hausse successive du baril du pétrole et du taux de dollar. Pour autant, nous n'avons pas répercuté au niveau des ménages. Ce qui est constant, c'est qu'aujourd'hui, nous savons que la Banque mondiale demande qu'on fasse quelques efforts. Bon, parce qu'on considère que aussi la mission de service public qui peut être dévolue à une entreprise comme la Poste pouvait être une urgence pour l'État. C'est vrai. Mais ce sont des recommandations. Donc l'État a les moyens de pouvoir continuer de fonctionner sans pour autant que ce qui peut être agité comme un épouvantail soit là. Nous sommes un pays aujourd'hui qui connaît de façon constante l'accroissement de son taux de circulation monétaire, qui connaît de façon constante un taux de croissance qui dépasse les 6%. Nous sommes un pays qui était à 6,7% des déficits budgétaires en 2012, qui est ramené à 3,5% aujourd'hui. Voilà ce qui est important. Aujourd'hui, vraiment des questions s'imposent. 730 milliards mobilisés pour un terre. Vous avez 57 milliards pour l'achat de lampadaires. Vous avez 30 milliards pour la réfection du building administratif. Concomitamment aux constructions au niveau de Diamniadio, de sphères ministérielles qui trop embrassent mal être, non? Oui, peut-être que c'est parce qu'on a mal conçu au départ, en 2000 ou en 60. C'est anormal qu'un pays comme le nôtre ne soit... Non, je veux quand même qu'on parle de la philosophie. Il faut qu'on comprenne la démarche. De 1960 à 2012, nous avons un pays qui a moins de 40% et 40 km autoroutiers dans ce pays. En moins de 7 ans, vous l'amenez à 250. C'est ça la performance. Aujourd'hui, tout le monde sait que la concentration démographique qu'il y a au niveau de Dakar, c'est le coût. On a un problème de coût ici.
Oui, pendant que dans des pays comme le Maroc, c'est nettement inférieur pour une distance moins longue. Non, non, c'est pas les mêmes technologies, c'est pas les mêmes offres. Vous savez, aujourd'hui, peut-être que le système de métro qu'il peut y avoir à Casablanca est déjà une avancée technologique que nous n'avons pas. Nous devrions tout inventer par rapport aux terres. Mais ce que je veux dire, vous avez aujourd'hui une incidence connue de tous de presque 90 milliards, 95 milliards. Du fait des embouteillages. Les embouteillages, ici, nous étions dans un pays où l'opinion publique s'interrogeait sur la pertinence du kilomètre de goudron. Aujourd'hui, ces questions-là ne sont plus soulevées. Oui. Ça, c'est une technologie nouvelle. À technologie nouvelle et à contexte nouveau, c'est-à-dire aujourd'hui, si on veut comparer les terres du Sénégal à un autre terre, qu'on regarde un pays qui a les mêmes acquis technologiques que nous, c'est-à-dire le même niveau ou de retard ou d'avancement. En tout cas, un état des lieux identique. Pour vous, l'opportunité n'est pas ailleurs? Pour moi, non, l'opportunité, justement, parce que le président a fait son choix généreux d'amener le Sénégal vers l'émergence en 2035. Ça suppose qu'il y ait des préalables qu'on pose. Le taux émergent. Pour vous, c'est le taux émergent. Non, justement, en même temps qu'on est en train de développer cette approche-là. On est en train de finir le gap de l'inclusion sociale, mais aussi de réduire les inégalités avec le PUDC. Justement, aujourd'hui, personne ne peut contester la pertinence des programmes d'urgence qui ont été mis en place pour résoudre le gap. Le PUDC, aujourd'hui, est un des leviers fondamentaux sur lesquels nous agissons pour créer la mobilité comme il faut dans les terroirs, aussi pour un bon accès à l'eau ou à l'électricité, ou pour réduire la pénibilité chez les femmes. Le projet Promoville apporte un plus dans la mobilité, dans les infrastructures des centres urbains. Vous accentuez sur justement le PUDC, Promoville, mais moi je vous parle de ces 57 milliards pour l'achat de lampadaires. Je te parle aussi des 30 milliards pour la réfection du building administratif. Oui. On construit un building pendant que les sphères de Diamniadio sont concomitamment en construction. Non, aujourd'hui, les sphères de Diamniadio, malgré leur capacité d'accueil et tout, ne pourront pas contenir plus de 15 ministères. D'accord? Le building, déjà, a un héritage symbolique par rapport à l'histoire du pays. Il faut que vous compreniez que la réhabilitation d'un bâtiment est très coûteuse. Et quels sont les termes? Aujourd'hui, moi, j'aurais aimé qu'on finisse ce chantier et qu'on dise voilà ce qui a été fait. Ce qui peut être fait. Vous savez, aujourd'hui, voilà un bâtiment où, quand il pleuvait, les fonctionnaires qui travaillaient, les fonctionnaires cherchaient des seaux d'eau pour pouvoir éviter que l'eau puisse accéder. Donc, vous savez, c'était un niveau de détérioration qui était tel que, certainement, il a fallu faire beaucoup plus d'investissements. Mais justement, les avenants, d'avenant en avenant. Vous saviez au départ, avec une étude, au départ, combien devrait coûter? Mais d'avenant en avenant, on n'en finit pas avec ce bâtiment. Non. Oui. Vous savez, moi, ce que je pense, qui est fondamental déjà, c'est de comprendre la vocation de ce bâtiment. Qui est normalement d'abord le siège du gouvernement, parce que le chef du gouvernement doit être au building administratif. Et qui contient les ministères de souveraineté. Essentiel. D'accord? Premièrement. Deuxième, donc sur l'opportunité. Revenez sur la question. D'avenant en avenant. Vous savez, au départ, combien il fallait pour construire une bonne foi. Mais après, vous imaginez quand vous... Ça fait combien d'années depuis? Écoutez, vous savez, aujourd'hui, plus de 3 ans pour un bâtiment, pour un pays comme le Sénégal. Vous ne savez pas combien coûte une réfection d'un bâtiment? Le bâtiment, on l'a dit. Oui. Maintenant, il faut attendre que le chantier finisse et que les gens disent ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment. Pour moi, c'est ça qui est fondamental. Construire dans un espace vierge des tours ministérielles, c'est vrai, mais qui peuvent accueillir 15 ministères. Et réfectionner un bâtiment. Personne ne comprend. Mais non. La cohérence de ce choix. Personne ne comprend. Expliquez aux Sénégalais pourquoi vous réhabilitez un building. Déjà pendant plus de 2 ans, 3 ans, ça finit pas d'avenant en avenant. Au même moment, il y a la construction de sphères ministérielles. Oui. Avec le même objectif. Personne ne comprend. C'est pas le même objectif. Oui, mais expliquez. C'est pas le même objectif. Le building administratif ne recueille pas plus d'une dizaine de ministères. Ça, c'est connu de tous. Déjà, non. D'abord, ce building-là ne recueillant pas plus d'une dizaine de ministères, y compris la primature, il y avait beaucoup de ministères. Vous avez parlé de décongestionner. Oui. Aujourd'hui, le président Macky Sall, lui, son mérite, c'est d'avoir créé une ville nouvelle et d'y avoir mis toutes les commodités, d'accord, pour que les gens puissent y vivre de façon convenable. Mais quelle va être la vocation du building alors? Expliquez-nous. À côté, parce que les mémoires sont là, les souvenirs sont là. À côté, cette cité Kurgurgi qui était là. Elle avait cette même vocation, mais elle a été dévoyée. C'est ça le problème. Comment? Je dis, vous savez très bien.
Ils savent que la destination initiale de cette cité n'a pas été celle qui a été aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de ministères sont locataires dans cette cité, dans des zones qui étaient prévues pour y habiter. C'est vous dans vous, hein? Non, vous dans vous. Donc, entre hier et aujourd'hui, dans la cité, vous me demandez, c'est vous dans vous. Non, moi, j'habite pas. Vous distribuez les terres, voilà. Même dans le domaine maritime, voilà, c'est comme ça, c'est vous dans vous. Donc, moi, je n'y habite pas. Oui, donc, ils se reconnaîtront de toutes les façons. D'accord. Eux, ils sont là-bas. D'accord. Mais ce que je dis, c'est que vous y allez, aujourd'hui, vous y trouvez beaucoup de départements ministériels, c'est dommage. C'est-à-dire que nous avons presque créé un quartier ou une ville nouvelle à l'intérieur de Dakar où aucun édifice public sérieux n'a été construit. C'est dommage. Nous, on crée une ville nouvelle. On y met tout ce qu'il faut comme ministère. Nous y mettons un centre universitaire, nous y mettons un parc industriel, nous y mettons des logements sociaux, nous y mettons des écoles et tout ce qu'il faut. Voilà la pertinence d'un tel projet. Maintenant, le building administratif, du point de vue de la symbolique de notre pays, méritait qu'on le réhabilite. Maintenant, ce qui est certain, c'est que les travaux que pouvait nécessiter une réhabilitation d'un building comme ça, avec quand même beaucoup de changements qui ont été notés sur les façades et bien dans l'aspect souterrain. Donc, je pense qu'au moment où il va être livré, les Sénégalais seront édifiés sur son coût global et en même temps sur l'opportunité d'un tel choix. Mais alors, parlons, on en a parlé, le niveau d'endettement. Le niveau d'endettement du Sénégal, justement de ce point de vue, on a parlé de 17% du PIB en 2006, 36% du PIB en 2012 et 64% du PIB en 2018. Le rythme d'endettement est tellement élevé qu'on redoute même la situation justement des pays de la CEDEAO. Non, c'est nous-mêmes, Espace UEMOA, qui avons fixé des critères de convergence. Oui. D'accord. Lesquels critères d'ailleurs sont très en deçà avec la réalité des pays occidentaux et industrialisés. Je donne un exemple. Nous avons fixé comme critère de convergence 70% de notre PIB. Pour le moment, nous sommes à 60-61% de notre PIB. 61,44. Oui, d'accord, c'est ce que je dis, entre 60 et 61% de notre PIB. PIB. Donc, nous sommes en deçà du critère de convergence. Nous sommes méritants, premièrement. À côté, le Japon, pays industrialisé par excellence. Non, il faut bien. De l'espace CEDEAO, quand même. Ne me parlez pas du Japon. Non, moi je ne suis pas d'accord parce que la dette, il faut qu'elle soit pertinente. Nous avons une dette pertinente. Nous n'avons pas emprunté pour faire cessement. Nous avons emprunté pour construire des infrastructures utiles au pays. Mais je dis, ce qui est constant, quand même, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis ont un taux d'endettement qui dépasse les 110% de leur PIB. Vous avez un pays comme l'Allemagne qui a 84%, etc. Donc pourquoi aujourd'hui nous devons être alarmistes par rapport à cette situation? D'abord, nous avons respecté les critères de convergence. Deuxièmement, nos performances financières nous permettent de pouvoir gérer facilement le service de la dette et la masse salariale de l'État du Sénégal. Donc nous sommes allés sur ces questions. Les agrégats, tels que nous les connaissons, doivent avoir une lecture froide. Nous sommes des élèves aujourd'hui par rapport à des instruments de mesure. Si nous avons une bonne cotation par rapport à ce qui se fait avec Mo Ibrahim, etc. et tout, c'est parce que nous avons mis en même temps que les performances économiques un train de réforme qui permet d'être performant de ce côté-là. Mais est-ce que ce contexte économique ne vous est pas défavorable à quelques 3 mois de la présidentielle? Vous savez pourquoi le contexte économique nous est favorable? Oui. Parce que les Sénégalais ont vu sortir en moins de 7 ans. Vous savez, je les mets au défi de comparer même les 7 ans de Abdoulaye Wade avec les 7 ans de Macky Sall en termes de réalisation. D'habitude, les présidents travaillent au 2e mandat. C'est pourquoi, par exemple, Sarkozy était assez amer de ne pas pouvoir exécuter dans son 2e mandat tout ce qu'il avait prévu comme réforme au projet majeur. Mais nous, en un mandat, le président a un bilan. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas enlever de l'esprit des Sénégalais qui sont dans le centre du Sénégal, dans le Sine Saloum et dans la Casamance, que voilà une doléance qui date d'avant les indépendances, qui avait trait à la mobilité entre les deux zones-là, le Sine Saloum et la Casamance. Ce pont sur la Transgambienne qui va finir, c'est quelque chose d'inoubliable. De la même manière que l'autoroute Ila Touba, c'est quelqu'un de bilan. Je donne un exemple, je mets au défi encore une fois les autres. Prenez le nombre de lits universitaires du Sénégal de 1960 à 2012. Vous le comparez au nombre de lits que nous avons fait, nous, de 2012 à 2018. Vous verrez que nous les avons dépassés. Oui, mais pendant que aussi au même moment, il y a justement les étudiants qui sont là dans les rues,
par défaut justement d'inscription. Les établissements privés. Aujourd'hui, la dette pour les établissements supérieurs privés, oui, c'est là. Non, pour les établissements publics, vous avez, privés. Oui. Pour les étudiants orientés dans le privé. Vous avez les syndicats justement de la santé. Vous avez également les de l'éducation. Mais les syndicats. Mais voilà, la tension sociale, elle est là. Oui, la clameur sociale. Le corps elle est là. a posé un certain nombre de revendications. Oui. Sur les régimes indemnitaires, pour lesquels un plan de règlement a été trouvé sur 3 ans. Tout le monde est tombé d'accord là-dessus. Aujourd'hui, les syndicats qui évoluent dans le secteur de la santé parlent de questions plus de statut ou de justice dans le traitement des fonctionnaires. D'engagement non tenu jusqu'ici. Non, il ne s'agit pas d'engagement non tenu. Vous savez, aujourd'hui, signer ces engagements, il faut les respecter. Je reviens, parce que le premier point que vous avez soulevé concerne les étudiants. Oui. Pour les étudiants, eux, d'abord... Non, je parle des établissements privés. Oui, pour les étudiants. Mais non, l'État voudrait quand même qu'il y ait un audit de ça. Parce que quand même, cette question-là mérite... pour faire justement durer justement le temps. Non. Pour pouvoir... mais voilà. Non. Vous savez que vous leur devez de l'argent quand même. Mais cet argent va être payé, mais donc il vaut mieux. Non, parce que c'est vous-même qui allez nous reprocher demain de ne pas faire dans la rigueur budgétaire. Donc si on demande... Non, ça c'est pas un processus qui prend du temps. Combien d'établissements accueillent des universités? Ils ne sont pas nombreux. Donc on peut faire cet audit dans un temps très court et pouvoir payer ceux qui ont fait le service, ceux qui ont exécuté le service fait. Oui, maintenant pour justement dans le même contexte, on parle justement de la prochaine présidentielle. Nous abordons l'aspect politique en termes de rapport de force. Est-ce que justement, compte tenu de ce contexte social, ce contexte économique, avec cette clameur sociale, est-ce que le chef de l'État dispose d'arguments aujourd'hui pour faire face, ou est-ce que justement ce contexte ne vous est pas défavorable en perspective de la prochaine présidentielle? Peut-être pas clameur sociale, même pas clameur médiatique, mais clameur virtuelle. Ah oui? Moi je pense, oui. Voilà un homme qui est sur la base de faits quand même. Non. C'est sur la base de faits. Le pays est un chantier. Oui, mais vous avez parlé de clameur sociale virtuelle. Oui, parce que ce sont des gens qui veulent entretenir ça. Ah oui? Beaucoup de personnes veulent entretenir ce climat. Ah oui, comment? Aujourd'hui, ce que nous avons fait dans le secteur de l'agriculture montre, et d'ailleurs, les chiffres le prouvent, de 5% à 6% de leur participation dans la croissance, le secteur agricole est à 15% cette année. Voilà la performance. Donc, le changement structurel qu'il fallait apporter dans ce secteur, il est en train d'être apporté. Vous prenez notre secteur, la pêche. L'État subventionne à hauteur de 1 million l'acquisition d'un moteur qui coûte 1,3 million. Vous prenez les politiques d'inclusion sociale que sont la bourse de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, la carte d'égalité des chances, le rehaussement de la pension des retraités. Oui, et vous parlez de... Ça a impacté justement... Oui. Demandez, j'aurais aimé que vous fassiez un micro-trottoir au niveau des retraités. Non. Vous verrez qu'ils ont eu... Donnez-nous des chiffres en quoi ça a impacté quand même. Mais aujourd'hui, vous avez un président déjà, je vous donne un premier chiffre, en 2012, qui dit j'augmente le pouvoir d'achat des Sénégalais en réduisant leur impôt. Ça nous a fait 40 milliards tout de suite dans la poche des Sénégalais. D'accord. Le riz, etc. Les denrées qui pouvaient coûter 350 francs le kilo sont ramenés à 200 et quelques le kilo. D'accord. C'est encore dans la poche des Sénégalais. En même temps, on met en place un package social qui permet à des ménages de bénéficier jusqu'à maintenant de 40 milliards par année de fonds qui leur sont alloués par l'État du Sénégal, justement pour éviter que ça puisse leur arriver par un autre canal, en mettant en place un package qui permet que ces personnes soient éligibles à l'éducation nationale et à la santé. Vous avez un pays où la césarienne n'était pas gratuite. Avec le niveau de pauvreté qu'on a, on ne peut pas occulter cette performance. On ne peut pas occulter la performance. Vous connaissez l'adage de dialyse. Vous connaissez l'adage? Oui. On ne donne pas à quelqu'un qui a fait du poisson, on l'apprend comment pêcher. Mais justement, c'est pour aboutir sur le chômage des jeunes aujourd'hui qui est là, oui. C'est la pertinence non, je vous donne un autre. Oui, c'est pour aboutir sur le chômage des jeunes. Oui, c'est la pertinence du changement des paradigmes. Aujourd'hui, ce qui occupe les Sénégalais, je ne parle pas de... Quand on parlera, on va essayer d'urbaniser nos approches. Mais maintenant, quand on regarde le Sénégal, nous avons une population qui est rurale. Mais qui est devenu de plus en plus urbaine. Oui, mais d'accord. Mais il y a une transition de ce côté-là quand même. Si elle n'était pas rurale à 50%, elle n'aurait pas eu... Mais là, tout le monde sait qu'elle est devenue très urbaine même. Elle est devenue très imprégnée des politiques publiques. Mais non. Moi, depuis que je suis né, j'ai trouvé ma région naturelle de Casamance avec 6 grandes villes. Dépeuplée de sa jeunesse quand même. Non, sa jeunesse est là-bas. Maintenant, ce qui est important, c'est le changement de paradigme. Il faut que les activités
dans lesquels les Sénégalais se réveillent tous les jours puissent mériter l'attention particulière de l'État. C'est pourquoi il y a un focus sur tout ce qui se fait en matière d'élevage, d'agriculture, de pêche, etc. Mais ça ne suffit pas. Le président prend en compte maintenant la dimension de l'échec scolaire. Beaucoup de personnes qui, au cours de leur vie, ont dû arrêter l'école pour une raison ou pour une autre, mais qui peuvent avoir des aptitudes pour pouvoir faire des métiers, qu'on leur donne l'opportunité de le faire. Mais parlez-moi de chiffres. Dites-moi quel est l'impact avec une illustration en termes de chiffres. Aujourd'hui, les chiffres. Oui, sur justement l'échec scolaire de ce dont vous parlez. Aujourd'hui, oui. Si vous prenez la politique d'emploi aujourd'hui, ce qu'elle a donné comme emploi net veut dire moins destruction, d'accord? Moins, en fait, on fait un net. Cet emploi net dépasse les 500 000 qui avaient été promis par le président. Ça, ce sont des chiffres qui résultent du ministère du Travail. Et ce sont des chiffres quand même qui peuvent être contrôlés. Donc, maintenant, mais sur un total de combien? Mais justement, la problématique, c'est de dire que ceux qui arrivent sont beaucoup plus nombreux que ceux que nous avons comme opportunité de travail, parce que le travail est supposé être celui de bureau. Vous êtes là pour apporter des solutions. Mais justement, c'est pourquoi aujourd'hui, toute l'approche de mécanisation de l'agriculture, de modernisation de l'agriculture, fait que nous avons maintenant créé de nouveaux métiers qui ont trait aux ouvriers agricoles ou aux techniciens agricoles. C'est comme ça qu'il faut changer les paradigmes. Mais c'est un processus. Vous ne pouvez pas venir dans un pays avec un gap à ce niveau-là en matière de problème de formation des jeunes ou d'articulation formation-emploi ou d'échec scolaire et en moins de 7 ans régler cette question. La jeunesse devient une problématique fondamentale du président de la République et son appropriation dans les politiques publiques va être fondamentale. C'est une offre politique qu'il faut apporter par rapport à cette question. Mais ce n'est pas encore le moment. Mais si, justement. Nous avons mis en place des schémas, mais je dis si... Est-ce que ce qui fait qu'aujourd'hui l'électorat jeune ne vous est pas échappé au profit, par exemple, d'Ousmane Sonko ou des autres? Vous parlez de l'électorat virtuel, les jeunes ne nous ont... Mais quel virtuel? Le président vient de finir une tournée. Vous avez vu ce que les populations ont fait? Il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait peut-être plus de la moitié qui étaient des jeunes. On avait vu du temps de Diouf et de Wade, c'est encore même plus. Nous avons... Cette propagande-là n'a rien... Non. Le référentiel. Si ce sont les élections, nous avons toutes gagné. Quand même 2017 n'est pas loin. Donc, nous avons gagné la dernière élection d'envergure dans ce pays avec la coalition. Oui, avec une organisation qui a donné mais ce qu'elle a donné. Défavorable aussi. Comment ça? Mais c'est pas qui nous a été défavorable, comme elle a été défavorable aux autres. Comment? Mais vous savez. Défavorable comment? Non, parce que justement, nous sommes quand même des... Donc la production de cartes ne devait pas faire empêcher un Sénégalais, d'accord, de ne pas jouir de son droit de vote. Heureusement, cette question, elle est presque derrière nous. Parce que quand même, sur un fichier de plus de 6 millions de Sénégalais, sur un fichier de 6 50 000 Sénégalais, le nombre d'inscrits, donc nous avons un retrait de cartes de 5 715 000. Il reste comme carte à distribuer, et ça c'est la DGE qui le dit, 330 000 cartes. Ce ne sont pas ces 330 000 qui vont être un objet de fraude. Donc au moins pour cette fois-ci, avec le filtre du parrainage. Mais pourquoi ne pas justement sur le problème du fichier le mettre à la disposition de l'opposition? Pourquoi vous pensez que vous allez encore justement nous parler de l'article 11? C'est la même opposition qui allait vous dire que les dispositions communautaires nous empêchent justement de modifier les dispositions du code électoral 6 mois avant les élections. Si, c'est comme ça. Ils vont vous faire quelque chose, après ils vont être les premiers à décrier. Non, nous ne sommes pas là. Mais sur le cas précis, pourquoi ne pas le mettre à la disposition ce que la loi électorale, ce qui est important, de l'opinion, oui. Ce qui est important, c'est de se conformer à la loi électorale. Moi, je considère que la loi électorale n'a pas été violée parce que les fichiers doivent être à disposition des candidats vraiment à 15 jours de l'échéance. Donc on attend 15 jours de l'échéance pour l'avoir. Mais on ne peut pas aujourd'hui sur la base de simple supputation de certaines personnes, d'ailleurs parce que justement elles ont été victimes des parrainages, que ces personnes-là viennent nous imposer leur choix sur les débats politiques. C'est dommage. Au lieu de travailler, ces personnes-là ont pensé que se faire un nom médiatique leur permettait de pouvoir être candidat aux élections présidentielles. C'est tout. Oui, mais justement les réseaux sociaux vous gênent. Pourquoi? Les réseaux sociaux ne nous gênent pas. Le président a parlé justement de la réglementation à ce niveau. Oui, qu'il y a des dérapages, il faut y mettre un terme. En quoi cela vous gêne? Nous avons un pays avec un fort héritage culturel. Oui. En Afrique noire surtout, par la grâce de Dieu, le Sénégal est l'un des rares pays à ne pas avoir connu de coup d'État. Je pense le seul d'ailleurs. Pourquoi? Nous n'avons pas connu de tension ethnique. Nous n'avons pas connu de tension religieuse. Nous n'avons pas connu de tension politique. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Oui. Les réseaux sociaux étant par essence un espace de liberté incontrôlée, nous avons vu quand même ici des attaques ethniques
dans les réseaux sociaux. Nous avons vu des attaques religieuses. Ça devient dangereux. Les fake news, mais quand même, c'est pas moi qui le dis. Vous le savez. Oui, les fake news. Mais Oui. le Sénégal est le troisième pays producteur de fake news. C'est quand même assez grave. Et c'est le fait d'opposants qui aujourd'hui... Mais pourquoi? Non, mais attention, pourquoi? Mais quelles sont les preuves? Mais non, attendez. Justement, vous accusez là. Non, c'est pas nous qui le disons. Oui, mais vous accusez l'opposition, mais démontrez-nous les preuves que c'est l'opposition qui est responsable des fake news. Non, Oui. pourquoi Facebook vient jusqu'au Sénégal pour parler des fake news? Oui. C'est parce que nous sommes quand même un des... Oui, mais à qui imputer cette responsabilité? Non, mais justement, oui. l'État, sa responsabilité, c'est de réguler le secteur. On n'empêchera pas aux Sénégalais de dire ce qu'ils pensent des politiques publiques. Mais quand même, je pense que c'est dangereux qu'on laisse ici, parce que les équilibres peuvent être très fragiles. Aujourd'hui, pour peu, on peut monter une confrérie face à une autre. Et c'est un dérapage qui va être incontrôlable. Pour peu, on peut monter une ethnie contre une autre. Alors que notre force, justement, c'est d'avoir des familles religieuses qui sont imbriquées. Nous sommes tous... Mais c'est également des canaux de diffusion. Oui, mais maintenant, si vous savez que les canaux de diffusion... En démocratie, l'expression, oui, est libre, oui. Mais oui. le contrôle est nécessaire au maintien de la stabilité sociale. Pas le contrôle. Si, il est temps. Pas le contrôle, la régulation, peut-être, mais pas le contrôle. C'est de la régulation. Oui. On empêchera à des illuminés de pouvoir déstabiliser notre pays, surtout du point de vue social. C'est tout. Ce n'est pas des questions de politique publique ou de gouvernance qui sont en question. Mais êtes-vous vulnérable par rapport justement à ces canaux à ces réseaux, ces canaux de diffusion, au point que vous voulez coûte que coûte justement... Nous ne voulons pas coûte que coûte. Oui. C'est une demande forte. C'est une demande forte. Vous vous rappelez à l'approche du Magal, des citoyens sénégalais ou de ceux qui sont représentatifs du Sénégal. Vous vous êtes rappelé à l'approche du Magal quand même. La communauté mouride est une communauté... Mais les tribunaux sont là. Les tribunaux et la loi est là. Si les gens se sentent diffamés, ils n'ont qu'à porter plainte. Oui. Vous savez, aujourd'hui, le Pakistan risque d'être déstabilisé par la condamnation, puis par la libération d'une femme qui est accusée de profaner l'islam. Oui. Un pays peut basculer pour une question comme ça. Aujourd'hui, notre pays peut basculer parce que simplement, l'autorité qui incarne, par exemple, la tariqa Tijania a été insultée ou bafouée par quelqu'un qui est d'une autre tariqa. C'est assez grave. Aujourd'hui, avec justement le parrainage, on voit que la coalition présidentielle aujourd'hui, justement, est dans une perspective de recueillir plus de 3 millions, justement, de signatures. De ce point de vue, quel est le sens, le symbole, le sens et l'enjeu justement vous-même de cette perspective? Vous posiez des questions sur la popularité de notre candidat, le président Macky Sall. Donc si au moins, dans un premier lot, on peut vous montrer qu'on est plus fort, c'est tant mieux. Ça règle beaucoup de questions parce que beaucoup de... Non, l'opposition, avec les résultats des élections législatives, a dit partout que le président Macky Sall n'était pas... Signé ne veut pas dire voter, hein? Non. Et puis, nous ne sommes pas... mais signer ne veut pas dire voter. Bien sûr. Oui. Bien sûr, nous savons. D'ailleurs, parrainer aussi ne veut pas dire voter pour quelqu'un. Oui. Mais quand même, au moins, il y a les prédispositions. Oui. Nous penserons que ces personnes-là sont prédisposées. Parce que beaucoup de personnes qui sont dans l'opposition, si le parrainage était une affaire facile, si c'était une adhésion simplement sur la base de signature, beaucoup d'opposants allaient avoir leur parrainage. Mais beaucoup ont lâché en cours de route et d'ailleurs elles ont trouvé ces opposants ont trouvé de nouvelles occupations. Mais vous savez très bien que justement c'est parce qu'ils ne peuvent pas recueillir. Comment vous voulez aller à une élection si vous n'avez pas les moyens d'avoir une envergure nationale? On vous demande d'être présent dans cette région de ce pays, d'avoir au minimum 2000 signatures dans cette région. Si vous ne l'avez pas et que vous vous découragez à ce niveau-là, à ce moment du processus, c'est parce que vous savez que vous n'êtes rien. Vous existez par les médias, vous existez par ce que vous faites à Dakar, alors que le Sénégal est grand. Vous n'êtes pas connu à Ziguinchor, à Kédougou, à Tamba, à Kaolack. Vous voulez chaque jour occuper... Voilà. Regardez ce que vous faites comme actualité, vous-même, homme de médias. Ce sont ces opposants qui n'ont aucune envergure nationale, même pas régionale, qui occupent les unes de tous nos journaux. Chaque jour, ils vont rendre visite à un autre opposant. Mais comme vous hier, quand vous étiez dans l'opposition... Non. Oui. Le président Macky Sall n'a jamais été... Oui. Justement, c'est ça la différence d'approche. Lui, président Macky Sall, a fait le tour du Sénégal 3 fois. Au moment où eux ont la paresse de le faire. Vous savez, c'est pas facile, hein. Faire le Sénégal, c'est grand. Beaucoup ont la paresse, et je l'ai dit ici, je pense, au cours de nos échanges, ils ont la paresse de faire le tour du Sénégal. Parce qu'ils n'ont même pas envie de travailler pour le Sénégal. Ils pensent que dans le flou comme ça, avec tout ce qu'ils ont inventé, avec de fausses accusations sur les prévarications de deniers, les Sénégalais peuvent... Quel est votre problème avec Ousmane Sonko? Aucun. Il est un opposant comme Zéclé ou quelqu'un d'autre.
Mais aujourd'hui, le rapport de force est sujet essentiel, notamment le fichier électoral, notamment l'organisation du scrutin. Le ministère de l'Intérieur est récusé. Aujourd'hui, par rapport à ces arguments, le fichier, l'organisation du scrutin, quelle est votre réponse? Je pense que ce qui est important, parce que quand même le travail de veille sur la sincérité du processus électoral est un travail qui va être fait jusqu'au dépouillement, jusqu'à la publication. Donc, puisque les candidats savent que quand même vous avez une centaine de candidats, dont beaucoup ne vont même pas, ils sont candidats à la candidature. Les 70% ne seront même pas candidats aux élections présidentielles. Vous voulez qu'on donne le fichier à ces 100 personnes qui ont dit qu'ils sont candidats à la candidature au nom de quoi? Attendons que la liste des candidats soit fixée et qu'on mette à leur disposition les fichiers. Il faut quand même un peu de sérieux. Aujourd'hui même, moi, des gens qui sont moins forts politiquement, c'est-à-dire du point de vue de l'ancrage politique, qui sont moins forts politiquement que moi, Mamboy Diao, sont quand même candidats à cette élection présidentielle, qui ne sont connus ni d'Adam ni d'Ève, qui n'ont aucun au fait dans la vie de ce pays. Il faut qu'on soit sérieux. Une élection présidentielle, c'est sérieux. Et aujourd'hui, le débat politique a été amené à des niveaux où on est au bord du danger. Parce que beaucoup de personnes ont soulevé des questions qui remettent en cause la fragilité. C'est tout ce qui a trait à nos appartenances religieuses. C'est tout ce qui a trait à ces mensonges qui sont créés. Quand même, je donne un exemple. On a parlé de prévarication de nos ressources par rapport au pétrole. Oui. Encore une fois, aucune goutte de pétrole n'est sortie dans ce pays. Le gouvernement décide de publier les contrats. On n'en fait pas une affaire. Le problème, c'est les offres. Et comment Total est arrivé justement à remporter les contrats sur les autres. Oui. Nous ne sommes pas d'abord dans le processus d'exploitation. Nous sommes dans le processus d'exploration. Mais les concurrents à Total, ils ont fait des propositions. Oui. Oui, mais il fallait mettre tout sur la table. Mais pourquoi? Mais justement. Quelqu'un a été élu pour diriger ce pays. Oui, attention, mais non. Oui, mais tant que ces personnes-là qui sont en train de crier ne nous prouvent pas, et je les défie, qu'ils nous disent en quoi Total a eu une offre moins intéressante pour le Sénégal. Ils ne le font pas, ils sont que dans les spéculations. Mais vous voulez publier? Mais non, publier toutes les offres. C'est cette même personne qui a défendu quand même le président. Mais publier les offres. Mais on a publié les contrats. Mais vous n'avez publié que le contrat de Total. Oui. Mais publier toutes les offres. Vous voulez qu'on maintenant, voilà, première chose, il y avait un flou, on ne savait pas qui avait signé des contrats. Non, mais là on est très clair. On sort tous les contrats. Tout le monde est d'accord que la transparence dans les industries extractives c'est une réalité dans notre pays. Mais si vous allez, par exemple, un pays comme Norvège, mais on publie tous les offres, c'est-à-dire les offres jusqu'à justement l'octroi de la licence. La Norvège est citée comme modèle même par rapport à des pays comme la France, les pays scandinaves. Mais non. Même aux États-Unis, les offres sont publiées. Oui. Maintenant, si c'est une requête, les gens peuvent poser la requête. La requête fondamentale, on avait dit qu'on ne connaissait pas ceux qui avaient signé les contrats ici. Au moins maintenant, on identifie tous ceux qui avaient signé toujours sur la défensive. Mais en amont, avant que justement qu'il y ait des critiques, mais vous auriez pu, par exemple, publier et les offres et justement les contrats. Aujourd'hui, le contentieux qui oppose Suez à SDE, c'est une question d'offres. Où il y a des offres techniques, où il y a des offres financières. Donc, où les appréciations peuvent diverger. Quelqu'un peut avoir une bonne offre financière, mais qui n'a pas une bonne offre technique. Mais vous les publiez. Le problème, c'est pas. Oui, mais publier pour que nul n'en ignore, pour qu'on sache réellement qu'il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de nébuleuse, il n'y a rien. Mais non, c'est vous qui posez cette question aujourd'hui. Parce que d'autres n'avaient pas posé cette question. D'autres avaient dit qu'il y avait une nébuleuse autour de l'attribution des contrats d'exploration. Tous les contrats. Il n'y a pas que ça. Il y a pour Suez et SDE. Veolia, c'est la même chose. Vous prenez aussi pour le gisement de Falémé, c'est la même chose. Mais partout il y a des problèmes. Je suis content d'ailleurs quand j'écoute l'argumentaire des Sénégalais. Oui. Donc je ne veux pas être dans un parti pris, dans un contrat qui ne me regarde pas. Mais quand l'attribution a été faite, une structure s'est levée pour se plaindre et pour douter de tout ce qui se fait dans ce pays. Quand l'ARMP a dit que son recours était redevable, c'est cette même structure qui se réjouit de ce qui se passe. Et certainement, si l'ARMP la déboute après dans le fond, elle va être là encore à crier. Donc pour moi, nous avons mis en place des organes de contrôle. D'accord? Je ne sais pas qui de SDE ou de Suez, parce que ça n'a pas été mon domaine, est meilleur pour le Sénégal. Je ne sais même pas dans la configuration de l'actionnariat qui est le plus attractif pour le Sénégal. Mais je dis, nous avons mis en place des outils qui nous permettent de concurrencer ceux qui nous offrent leur collaboration économique. Donc, ces organes-là décident. Et il y a des voies de recours.
mais il faut qu'on les accepte. Donc aujourd'hui, en fait, si on n'était que dans cette logique-là, toutes les requêtes de l'opposition nous retardent. Maintenant, le pétrole est un phénomène nouveau dans notre pays, jusqu'à l'heure où on parle. Et je pense que jusqu'en 2021, nous n'aurons pas une goutte de pétrole qui sort de nos puits. Donc c'est un phénomène nouveau. Le président est assez réceptif pour créer déjà un organe de contrôle, un organe de concertation, c'est le COS-Pétrogaz. Il est assez réceptif pour qu'à travers l'ITIR, il puisse publier tous les contrats. Peut-être que c'est un processus. Si vous voulez qu'on publie toutes les offres, on le fera. Oui, publier toutes les offres. Mais comme ça, au moins là, c'est clair. Non, la requête fondamentale qui avait été posée, c'est qu'on ne savait pas. On dit qu'on ne savait pas. Mais là, on a publié tous les contrats. Les offres, plutôt, ce sont les offres. Publier toutes les offres. Et là, c'est clair. Si vous le voulez. Oui. Mais ça, donc, encore une fois, c'est un processus. J'espère que si on publie toutes les offres, on va nous dire encore, publier le nom de tous ces. Oui, mais est-ce que finalement, justement, ces accusations portées contre le régime actuel, notamment pour ce qui est des ressources pétrolières et gazières, notamment pour l'attribution du gisement de fer de Falémé, notamment pour justement le contrat SDE Veolia, tout ça, mais vous ne pensez pas que justement cela ne risque pas de terminer l'image en perspective de la prochaine présidentielle? Non, moi, je n'ai jamais connu une bataille médiatique de la SDE ou de Suez au Sénégal, sauf pour cette année. Oui, d'accord. Vous, dites-nous pourquoi on doit prendre Suez à la place de SDE? Pourquoi on doit prendre SDE à la place de Suez? Mais ça pose quoi finalement? Que justement ce régime a un problème avec la transparence, la redevabilité? Non. Oui. Il y a une soumission, c'est-à-dire c'est une délégation de service public qui est faite à une entreprise pour la question de l'eau. Mais de façon générale, non. Est-ce que ce régime a un problème avec la transparence, avec la redevabilité? Est-ce que maintenant, parce qu'une entreprise se plaint, nous avons des problèmes avec la transparence. Pourquoi aujourd'hui, en quoi nous avons aujourd'hui un problème de clarté ou de transparence entre la SDE et Suez ou Veolia, qui sont toutes des entreprises françaises, qui ne sont pas sénégalaises, quand même. Ce sont des entreprises françaises. Les trois entreprises françaises soumissionnent. Nous choisissons une entreprise française. Mais oui, soumissionne. Mais aujourd'hui, dans le capital, vous avez des Sénégalais. Dans le capital de la prochaine structure. Non, de la SDE. Oui, qui est de 42%. Oui. Avec des Sénégalais. Mais le capital de la nouvelle structure qui avait été créée était supérieur, 52%. Donc, c'est pas, moi, je ne parle pas du problème sous cet angle-là. Je ne suis ni pro ni anti quelqu'un d'entre eux. Mais je dis il y a un appel d'offres international qui a été fait, où une structure a été dite gagnante. Les voies de recours ne sont pas épuisées. Mais d'ici là, on nous accuse de tous les maux d'Israël. Vous avez compris. D'abord, on crée des soupçons sur la corruption. On oublie, non, quand même. Oui, mais là, c'est la société civile, hein, c'est des organisations. Non, ce sont cette communication est venue de l'entreprise elle-même. Vous allez sur les sites internet, vous voyez les avis de communiqués qui sont maintenant des échanges épistolaires entre les deux parties. Donc, ce que je pense qui est fondamental, c'est que quand même, il y a un organe de contrôle pour ces questions-là. Si l'organe de contrôle, c'est ça, accepte la recevabilité de votre recours, donc ça permet que chacun attende, qu'il attende. Et que en attendant d'y voir plus clair. Oui. Donc on va attendre les résultats. Oui, donc le dossier à suivre. S'ils disent que c'est clair, que personne ne revienne pour dire encore il y a une collision entre l'État, la RMP, les gens qui ont, etc. Dossier à suivre justement. Mais une dernière question concernant justement la posture incarnée par le chef de l'État dans ce contexte pareil, avec justement cette clameur sociale, avec cette pression sur le plan politique. Comment justement se dessine la perspective pour un chef d'État qui justement enquête d'une réélection? Ce que le président a toujours fait, c'est d'avoir une démarche déjà modeste. D'accord, quand même, nous avons été là avec quelqu'un qui était extravagant, nous avons là, qui pouvait être agressif vis-à-vis et des journalistes et des populations. Vous avez un président qui ne s'attaque à personne, qui est très courtois, mais qui sait que sa réélection passe par la reddition du bilan de ces 7 ans. Sur ces questions-là, nous avons une approche pédagogique pour rappeler aux Sénégalais tout ce qui a été fait, parce que beaucoup de choses s'oublient. Les gens oublient qu'en 2011, avant qu'il n'y ait le 23 juin, il y avait les émeutes de l'électricité. D'accord? Nous avons hérité d'un pays avec une situation économique catastrophique, où il a fallu réparer les finances publiques. Donc le président va être à l'aise, nous aussi, pour pouvoir expliquer la démarche. Où les 3 actions phares, c'est approche inclusion sociale, au point que maintenant les opposants mettent dans leur programme politique une institutionnalisation des politiques sociales. C'est tant mieux.
question de l'inclusion sociale. 2, rattraper les inégalités. 3, conduire le pays au Sénégal et à l'émergence à l'horizon 2035. Donc, et nous allons apporter une offre politique nouvelle. Vous verrez qu'elle est en commune mesure avec ce qui a été dit ou fait ici. Aucun programme politique ne doit être en réaction à une question que vous voulez. Beaucoup de gens aujourd'hui dans cette opposition vous soumettent des programmes politiques en réaction avec leur propre vécu, comme si le Sénégal se réduisait à leur personne. Aujourd'hui, le Sénégal est beaucoup plus grand que ça. Il est beaucoup plus grand que nos personnes. Le président continuera d'expliquer sa démarche en direction des populations. La seule chose qui peut gripper la machine, c'est justement nous seuls. Vous seuls, c'est la majorité. Aujourd'hui, si le président a cette équipe soudée qu'il avait amenée en conquête en 2012, si nous avons le même état d'esprit, et que chacun... Vous voulez dire aujourd'hui, c'est plus la coalition président, moins APR que la coalition présidentielle. L'opposition n'est pas un danger pour le président Macky Sall. Ah oui? Honnêtement. Ce qui est un danger, c'est que la perspective des batailles de positionnement... Interne. Oui. C'est parce que c'est ça la résultante des élections législatives. D'autres ont voulu montrer qu'ils étaient plus forts chez eux. Maintenant, qui choisit exclu, le président va être obligé de choisir des collaborateurs. S'il les choisit dans la coalition Benno Bokk Yakaar, que personne dans sa localité ne soit frustré pour montrer qu'il n'est pas d'accord sur ce choix, pour oser influer sur le vote. C'est le seul danger que nous courons. Vous craignez des votes sanctions? Oui, c'est la seule crainte que je peux avoir, parce que aujourd'hui notre majorité elle est très forte. Le coefficient du président est supérieur au coefficient de la majorité. Le seul élément qui peut être justement un facteur difficile pour sa réélection, c'est les batailles de positionnement interne. Et ce serait dommage qu'on les pose maintenant, parce que d'ici février, quand même, nous devons penser que le président Macky Sall est une chance pour le Sénégal. Et que tous nos égos, tous nos problèmes doivent être oubliés pour sa réélection. D'accord? Après, il y aura des élections locales, chacun pourra se mesurer. Chacun, après ce moment-là, pourra avoir l'ambition qu'il voudra de lui-même. Mais le président, aujourd'hui, a créé les conditions d'une stabilité sociale de notre pays. Oh, tous les foyers qui sont bénéficiaires des politiques publiques sont satisfaits. Donc, il faut juste qu'on soit humble dans la démarche, qu'on soit assez explicatif vis-à-vis des populations, parce que comme vous l'avez dit, l'information aujourd'hui, c'est essentiellement les réseaux sociaux. Donc, nous devons pénétrer davantage ce secteur-là pour pouvoir vulgariser les politiques publiques qui ont été mises en place, mais aussi pour pouvoir apporter une offre politique nouvelle, sans verser dans l'invective comme le font certains opposants, sans verser dans le mensonge. Parce que nous pouvons être capables de créer de fausses informations comme le font ces gens de l'opposition. Mais ce n'est pas un mérite particulier. Je considère que voilà les moyens. C'est un appel? Oui, je voudrais qu'on fasse focus, nous autres qui sommes de la majorité présidentielle, qu'on fasse focus sur les politiques publiques qui ont été mises en place, c'est-à-dire les réalisations du président de la République, qu'on soit un bloc uni pendant cette période qui va nous mener à la campagne électorale, et qu'on ait une démarche pédagogique vis-à-vis des populations qui sont bénéficiaires des politiques publiques. Si nous le faisons, rien ne pourra empêcher le président Macky Sall d'avoir une réélection brillante en février 2019. Il s'agit d'un appel, l'appel lancé par justement notre invité, Mamboy Diao. Merci, ça a été un plaisir de vous accueillir encore une fois à l'émission Objection. Et Mamboy Diao, merci, ça a été un plaisir de vous accueillir encore une fois à l'émission Objection. Et Mamboy Diao, merci, ça a été un plaisir de vous accueillir encore une fois à l'émission Objection. Et Mamboy Diao, merci, ça a été un plaisir de vous accueillir encore une